Salut les amis, rendez-vous compte, c'est la première fois qu'on va voir une Breitling dans Petite Montre entre amis. Et oui, il aura fallu attendre la saison 2, 52 épisodes sans Breitling. Mais là, on va en voir une très originale, symbole de la marque et aussi d'une époque révolue des partenariats commerciaux entre manufactures horlogères. C'est Guillaume qui s'y colle et qui va nous raconter son histoire avec une Breitling Navitimer Vintage. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Guillaume, ça va? Ça va. Ça a l'air stressé? Non. Super, tu sais que je suis ravi de te recevoir. Mais moi aussi. Première Breitling dans Petite Montre entre amis. Tu as une pression de folie là, j'ai l'impression. Hein. Non, ça va. Alors, tu nous la montres cette Breitling? Ouais. Tiens, je te passe la mienne pendant ce temps-là. Breitling Navitimer Vintage. Elle est de quelle année? Normalement 1957. Super, alors tu sais qu'on doit 67, commencer l'émission. pardon, 67. 67, d'accord. On commence l'émission toujours avec un adjectif. Qu'est-ce que tu as trouvé pour cette Breitling? En fait, la première fois que je l'ai portée, il y a quelque chose qui m'est venu en tête tout de suite, c'est je voyageais, donc je dirais aérienne en fait, parce que dès que je la vois, tu vois, toute l'aérospatiale, tout ce qui est l'aéronautique, l'aviation me vient en tête, ouais. Et elle me fait voyager, elle me transporte, donc je dirais aérienne. Waouh, avec les trois compteurs, on est tout de suite transporté quand on la regarde. Trois compteurs, si ce n'est plus, hein, on verra ça tout à l'heure. Hein. Vous avez vu les amis, on est tombé sur un poète avec Guillaume. Alors tu l'as depuis quand cette montre? Je l'ai depuis juin. Ouais. Je l'ai acheté en juin. Tu l'as acheté en juin 2020. Ouais. Ouais, donc juste après le déconfinement. Exactement. En fait, c'était un modèle que j'avais en tête. J'avais déjà prévu de l'acheter. Après, il y a eu le confinement, il y a eu des petits événements. Et puis, de toute façon, j'attendais un petit peu pour pouvoir me l'acheter. Ouais. Et voilà. Donc, toutes les planètes sont alignées à un moment. Et voilà. Donc, c'est à la fois un coup de cœur et un achat réfléchi? Oui, exactement. Mais c'est un coup de cœur. De toute façon, quand je l'ai vu la première fois, je savais que j'allais l'acheter. C'est vrai? Ouais. Et tu l'as vu pour la première fois combien de temps avant d'acheter? 6 mois. 6 mois? Ouais. Ah oui, donc tu l'as vu un peu avant le confinement, et tu t'es retrouvé confiné. Et il y a eu plein de choses en fait qui se sont passées entre temps. Et à un moment, donc quand les planètes sont alignées, quand c'était le moment de l'acheter, je l'ai acheté. D'accord. Alors raconte-nous justement. Donc tu l'as acheté il y a 6 mois. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui fait que tu l'as rencontré cette montre et puis tu t'es dit elle me plaît? Fais-nous un peu toute l'histoire jusqu'à l'achat. Ouais. Alors en fait, je peux l'essayer? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que le bracelet il est sur mesure, en fait il est adapté à mon poignet. J'ai pas un très gros poignet, donc si tu arrives à la mettre. C'est un bracelet qui vient d'où ça? C'est un du bracelet parisien, ça? Oui, de l'atelier du bracelet parisien. Ouais. Ah, on en a fréquemment, hein, les amis, sur la chaîne. Vous avez pu voir Julien avec sa Omega Speedmaster Cappuccino, hein, or et acier, avec un bracelet de chez ABP. Non, je ne vais pas l'essayer complètement, t'inquiète pas, puisque effectivement, je ne sais pas si vous le voyez les amis, il y a un seul trou sur le grand passant, justement, pour être complètement à la forme du poignet. Effectivement, tu as un petit poignet par rapport au mien. Ouais. Moi, j'aime bien. On pourra en parler du bracelet après. Ça, c'était quand même quelque chose. Parce que je voulais vraiment, c'est vraiment une montre qui était importante pour moi. Je voulais vraiment marquer le coup avec un beau bracelet. Donc, il est magnifique. Il est très réussi. Alors revenons à l'achat, parce que là je te perturbe. Ouais. Non, du coup oui, moi j'ai toujours été passionné d'aéronautique, d'aérospatiale, d'aviation, même de tout ce qui est lié à l'espace. Donc j'ai toujours été attiré par deux marques, c'est Omega et Breitling, pour justement leur lien avec ces domaines-là. Et j'ai toujours voulu acheter une Breitling, vraiment plus qu'Omega d'ailleurs, ça a toujours été Breitling. Avec mes parents, avant que je m'intéresse encore vraiment beaucoup aux montres, j'étais assez jeune, j'étais adolescent, je vais avoir 14-15 ans. On se baladait à Paris,
On faisait le tour de la place Vendôme et de tous les grands magasins de montres. Et j'étais fasciné par Breitling. Donc la vitrine de Breitling, j'étais vraiment, j'étais subjugué. À l'époque, et je crois que c'est encore le cas, mais tu avais les casques de Oui, pilote, oui, il y a etc., tout un truc, la boutique rue de la Paix, a tout un truc en fait, il y a une sorte de mini-musée, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je sais pas, j'étais fasciné par ça. Il m'en fallait une. Je me dis un jour, si je m'achète une montre, il me faudra une Breitling. Je voulais ça, je veux pas Rolex, je voulais pas autre chose. Tu nous raconteras ça tout à l'heure un peu sur comment justement t'es venu cet intérêt pour l'horlogerie, mais le process d'achat de cette montre. Ouais, alors du coup, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au monde, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient passionnés aussi. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Tom, qui est collectionneur de montres, qui est quelqu'un de passionnant, qui m'a invité à une soirée montre. En fait, c'est une soirée montre entre amis, donc un petit dîner, vraiment la bonne franquette, vraiment tranquille, sans pression, sans jugement. Vraiment, il y a de tout, toutes les montres qui passent. Vraiment, on amène nos petites marmottes, on les met sur une table, on mange, on boit du vin, c'est très sympa. Salut Tom, hein. On ne se connaît pas, mais c'est pas grave. Tu peux peut-être que Guillaume va te donner envie de venir sur la chaîne, et bien évidemment, tu seras accueilli avec, comme tout le monde, avec grand plaisir et sympathie. J'ai vraiment essayé. J'essaie de le convaincre. Hein. Vraiment, j'essaie de convaincre plusieurs personnes. Il veut pas qu'on le voit. Je sais pas, mais en tout cas, il faudra qu'il vienne un jour. Et du coup, lui, il étale. Alors, lui, il a une collection assez incroyable. Il a de tout. Il a des Rolex, des Audemars Piguet, il avait cette Breitling justement. Et il me sort donc toute sa collection. Je regarde, il y en a vraiment des montres magnifiques. Et je vois celle-là, j'ai fait. Je l'avais jamais vu en fait de Breitling vintage comme ça, j'avais jamais vu. Et j'étais frappé justement par la montre. Et je lui dis, mais ouais, c'est quoi? Et il me raconte donc toute l'histoire de la montre, comment il l'a achetée. Il me raconte l'histoire du co-branding avec Lip, ouais, qu'on voit. Et je l'essaye. Et là, c'était fini. Je savais qu'il fallait que je l'achète. Quand je l'ai essayé, en fait, j'ai un petit poignet et je veux pas de grosses montres. Et c'est ce qui m'a toujours frustré avec Breitling. J'ai jamais pu en acheter une neuve parce qu'elles sont trop grosses, elles sont trop creusées. Et ça m'a toujours frustré. Elle fait quel diamètre celle-là? Elle fait 40. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, elle est hyper adaptée et en fait, elle n'est pas creusée. Elle a un design vraiment spécial. C'est vraiment l'ancien design des Navitimer. Et donc du coup, je l'essaye et je lui dis, mais en fait, c'est la montre parfaite. Et elle était parfaite. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que tu la vends en fait? Et donc, du coup, il me regarde, il me dit, écoute, il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé de l'acheter et je ne suis pas prêt pour l'instant. Mais il a vu qu'il y avait eu une sorte de coup de foudre. C'est un peu quand on rencontre la femme de sa vie. Je l'ai vu, j'ai dit en fait c'est. Non, mais il a été marqué par l'émotion sincère. Ouais. Il a été marqué par ça. Il m'a dit écoute, pour l'instant je n'ai pas prévu de la vendre, mais il y a un truc qui se passe. Il a dit ouais, je vois que tu as flashé vraiment dessus. Ouais. Il me dit écoute, le jour où je suis prêt à la vendre, je te la vendrai. Et il y a eu donc il s'est passé un peu de temps. En mars, il m'appelle avant le Covid. Il me dit on va se boire une bière, je l'amène. Si tu es encore prêt à l'acheter, on prépare ça. Et le confinement nous est tombé dessus entre temps. Ouais, tu as dû patienter. Ouais, j'ai patienté, mais au moins je la désirais de plus en plus. Et au déconfinement, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit non, mais en plus, il avait mis une photo sur son Instagram de la montre. Ouais. J'ai fait. Non. Il y a quelqu'un qui va te doubler. Ouais. Et en fait, en la mettant sur Instagram, parce qu'il y a des passionnés qui le suivent aussi, il y a des gens qui lui ont envoyé des messages et il a dit qu'elle était réservée à quelqu'un. Bien sûr. C'était pour moi. Bien sûr. Et voilà. Et dès le déconfinement, j'ai envoyé un message. Je dis non, on se voit, c'est bon. Je te fais le virement, je la prends, je la veux quoi. C'est la première fois que tu as acheté une vintage? Pas la première fois. Ouais. Okay. Après, j'en ai acheté c'était avec ce montant-là, oui, c'est la première fois. Ouais. Mais j'avais confiance. Justement, je voulais que la première vintage que j'achète à un certain prix. Je voulais vraiment que ce soit auprès d'un ami, quelqu'un de connaissance, une connaissance. Les amis, réagissez à ce que nous raconte Guillaume, parce que pour moi, il y a deux choses. C'est pas la première fois qu'il achète une vintage et il veut l'acheter à une personne de confiance, etc. Et c'est la même chose pour Tom, qui n'est pas forcément prêt à la vendre, etc. Mais ça dépend à qui on la vend. Voilà. Et moi, j'y crois à ça dans le vintage.
qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait, je suis content parce que ça reste dans la famille et je la reverrai, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que fin septembre, il organise encore une nouvelle soirée. Et il m'a dit, bah voilà, au moins tu l'amèneras, je la reverrai. Et puis c'est marrant, on les passe de main en main. Et il préfère vendre ses montres à des connaissances quand ils sont intéressés, quoi. Ah ben oui, de toute façon, vendre une montre qu'on aime, qu'on chérit, qu'on a bichonnée, qu'on a fait restaurer, c'est une partie de son histoire qu'on confie. Moi, je pense que c'est plus intéressant de la confier et de la vendre à quelqu'un qu'on apprécie que le contraire. Vous voyez les amis, la Speedmaster de 1970 que j'ai acheté, je l'ai acheté à quelqu'un que je connais bien, on se revoit depuis, etc. Et ça avait une importance, je pense que tu seras d'accord, ça avait une importance à qui je l'achète. Ouais. Ok. Moi, je crois beaucoup à ça. Je trouve que c'est important. Et puis, au moins, il y a une petite histoire à raconter. C'est vrai que elle est en très bel état. Très bel état, boîte, lunettes, verre, etc. Là, on voit le verre bombé qui est vraiment superbe. Venons-en au bracelet. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme bracelet à l'origine? Alors, il avait mis un bracelet tropique, Ouais. un vrai, d'époque, donc années 70. Ouais. Donc, biseauté, là? Oui, oui. En fait, et c'est de ça que je suis parti pour faire le patron, on va dire, de ce bracelet-là. En gros, il avait mis un bracelet tropique années 70 qui était très sympa d'ailleurs, je l'ai gardé. Mais le côté racing, j'aimais moins et il était moins passe-partout, un peu trop sport. Ouais. Attends, c'était le racing avec les gros trous ou avec les petits picots? Les gros trous. Ouais. Et c'est plutôt racing sport automobile, hein, pour avoir le poignet qui respire. C'est pas l'histoire de la Navitimer. Non, et en fait, je trouvais que ça dénotait un peu, même si c'est très sympa. Donc en fait, je suis parti du patron parce que je trouvais que la forme était super. Donc en fait, je suis parti de ça. J'ai pris un cuir de buffle parce que justement, le cuir de buffle, il a un effet usé déjà. Donc on a presque l'impression qu'il a été porté depuis 20 ans le bracelet parce qu'on ne voit pas trop le grainage. En fait, c'est un cuir assez lisse. Et puis qui est mat en plus. Qui est mat. Donc c'est hyper sympa parce qu'en fait, dans l'atelier du bracelet parisien, ils présentent des dizaines de cuirs. Je suis tombé sur celui-là, j'ai fait ah ouais, là on touche quelque chose de bien. Et après, j'ai voulu mettre des rappels dans le bracelet. Donc j'ai mis, on voit pas très bien, mais les petites coutures qu'il y a on voit bien. proche du cadran, je les ai mis, elles sont pas blanches. Elles sont couleur de la tropicalisation, on va dire, des trois compteurs. Donc c'est pas vraiment blanc, c'est un peu blanc cassé. Écru. Écru, Et le doublage la doublure rouge, en veau, je voulais qu'elle rappelle les petits index rouges du compteur. Alors c'est du détail, hein, il n'y a que moi qui le vois. Mais c'est ton bracelet. Ouais. Et en plus, tu n'as qu'un trou. Exactement. Donc, les amis, si vous faites un bracelet chez eux, évidemment, vous pouvez avoir, on va dire, le petit chemin de fer avec 4, 5, 6 trous en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, je pense quand même que l'intérêt du bracelet sur mesure, c'est d'avoir un seul trou qui correspond à votre poignet. Qui fait que je ne peux pas l'essayer. Tu l'as fait exprès, en fait. Hein. Non. Elle est absolument magnifique. C'est quoi le petit détail que tu préfères dessus? Le petit détail, le logo LIP. Ah, évidemment. Ah oui, ça c'est clair. Évidemment, c'est ce qui fait qu'elle a de la valeur. Il n'y a eu que quelques milliers d'exemplaires. Donc voilà, c'est le logo LIP. Alors quand on regarde comme ça, on voit une Navitimer vintage. Quand on s'attarde un petit peu, bien sûr, et qu'il y a l'histoire en fait, quand on a tout le background du truc, c'est ça qui fait que c'est un modèle unique aussi. C'est clair qu'avoir des petites choses comme ça, peu de gens le savent, peut-être beaucoup de gens le savent que LIP a distribué Breitling et s'est occupé de son SAV en France dans les fin des années 60, début des années 70. Mais toi, tu le sais et c'est vraiment intéressant. Quel âge tu as, Guillaume? 27. 27, voilà. Tu voulais te faire un cadeau en particulier parce qu'à la question que je t'ai posée sur est-ce que c'est la première vintage, tu m'as dit non. Non. Mais à ce prix-là, oui. Donc, à ce moment-là, tu cherchais, tu vois, quand tu l'as rencontré, cette montre, combien tu l'as payé? Je l'ai payé 4500. Pardon. Ouais, donc c'est la première fois que tu as acheté une montre à ce prix-là. Vintage ou pas? Non. Ah, d'accord. Donc, quelle est la raison de l'achat de cette montre? C'est la montre. La montre. Voilà, la montre. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment l'achat, c'est le coup de cœur. J'ai jamais autant aimé une montre.
de ma vie en fait. Je l'ai vu. Oh, et Tom, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais là, c'est absolument magique. C'est Ouais. génial. C'est la montre en fait. J'avais pas prévu de faire un deuxième gros achat en fait de montre. Ouais. Parce qu'en fait, ma première, on va dire, on dit souvent première belle montre, mais j'ai eu des belles montres aussi avant, mais toujours liées à cette passion-là de l'espace et des airs. Ma première belle montre entre guillemets, je voulais l'acheter neuve en fait. Donc j'avais pas acheté du vintage et j'ai acheté une Speedmaster. Ah, Ouais. neuve. Neuve, Ouais. mais c'est la réédition du modèle de 62 de Walter Schirra. Ah, bien sûr. Ouais. Ok. Donc toujours dans cet esprit d'avoir une montre un peu plus fine. Donc c'est un mécanisme, c'est une montre mécanique, donc elle est elle est plus fine et elle est en 39,7. Oui, bien sûr. On C'est prend- la réédition de la 2998, ça. Exactement. Ouais. Et du coup, l'autre est vraiment magnifique. Je m'étais fait un beau cadeau, c'était pour Noël. Du coup. Ah, c'est beau. Là, il y avait, ouais, c'était une autre raison. Et, Ok. et j'avais pas du tout prévu d'acheter une nouvelle montre. Vous avez vu, les amis, les fans de speed qu'il y a sur la chaîne, bien sûr, Wally Schirra, à l'époque, c'était une référence 2998, comme celle qu'a présentée Olivier. Il y a un superbe épisode sur le différents Speedmaster, dont une 2998. Oui. Et là, c'est la réédition. C'est la réédition, ouais. Les amis, si vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, je vous invite à regarder la série Watch Out, justement, sur l'histoire de la Speedmaster, avec des intervenants, des experts, horlogers, et bien évidemment, une superbe séquence avec Jean-François Clairvoy qui nous raconte un peu l'apport de l'horlogerie et d'Omega dans la conquête spatiale. Rendez-vous compte, Jean-François Clairvoy, il est allé quand même 3 fois dans l'espace et c'est l'inventeur des fonctionnalités pour les astronautes de la fameuse Omega Speedmaster X33 Skywalker, comme le célèbre Jedi. Si tu ne l'as pas vu, cette série Watch Out, je t'invite à la regarder avec intérêt sur la chaîne. Bah, tout ça, ça nous permet de passer à la séquence suivante. Les amis, c'est parti pour la séquence souvenir-souvenir. Tiens, je te la rends, Guillaume. Alors, tu en as un petit peu parlé là. Tu savais pas quoi faire le week-end, donc tu faisais le tour en bagnole avec tes parents de la place Vendôme. Mais est-ce que tu te souviens de ta première montre, ou vraiment comment tout a démarré, ou entre guillemets les passages importants? Tu nous as parlé de Vendôme Breitling. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il y avait ma toute première montre. Donc j'étais encore à l'école primaire, ou peut-être au collège. Je devais avoir 11 ans, je crois, donc j'étais au collège. Et toujours avec mes parents, on se baladait et on tombe sur un magasin de montres. Et donc c'était la période de Noël. Et mon père achète une montre pour ma mère, pour son Noël. Et moi j'étais un peu jaloux et je dis mais moi aussi j'en veux une. et du coup mon père qui est adorable, il me dit bon, ok, tu veux laquelle? Et donc c'est une bijouterie classique qui vend un peu de toutes les marques. Il n'y avait pas de marque de haute horlogerie. Mais voilà, il y avait du Seiko, il y avait du Tissot et il y avait un rayon Festina. Et du coup, j'ai vu une Festina chrono. Et moi, je m'amusais à tout chronométrer à l'époque. Et du coup, j'ai dit, ah, mais je veux celle-là. Et donc, mon père me l'achète. Et donc, c'était mon premier chronographe. Et donc, du coup, je m'amusais à tout chronométrer. Quand je courais, je faisais des sprints, tout ça. Et donc, c'est mon premier, on va dire, mon premier contact avec l'horlogerie. Et donc, un chrono quand même. Oui, c'était un chrono. Okay. Et donc, un chrono Festina, bracelet métal, donc elle est très sympa, je l'ai encore. Non, bon, je la mets plus, mais voilà, je pourrais encore la mettre. Oui, mais tu tiens. Je ne m'en séparerai jamais. Je la garde précieusement. Et elle est à quartz. Elle est à quartz, exactement. Donc, j'ai changé la pile récemment pour la revoir marcher comme ça, j'aime bien. Okay. Et après, tu as évolué sur quoi? Et après, à mes 18 ans, mon premier contact avec l'horlogerie vraiment plus récent, c'est à mes 18 ans. Ma grand-mère, elle a une tradition pour chaque petit enfant et chaque enfant, aux anniversaires importants, elle offre une montre. Donc, elle m'a offert une Tissot à date, classique, fond blanc à date, bracelet cuir. Et là, j'ai commencé. 3 aiguilles date. Donc, simple. Très simple. Je l'ai encore, je la porte encore. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. J'ai demandé à ma mère de m'acheter un livre sur les montres. Donc, c'est l'annuel des montres qui sort du coup chaque année. Et ça a commencé comme ça.
Très sympa. J'en achète souvent, Ouais. pas tous les ans, mais tous les Ouais. 2-3 ans, je Ouais. l'achète. Ouais. Et, Bien sûr. et c'est Ouais. comme ça en fait parce que je m'amusais, et je le fais encore, à le feuilleter toutes Bien les sûr. pages. Et je regarde, je lis, Ouais. je lis, je lis, je lis, je lis. Et c'est comme ça que j'ai. Mais on a tous le même problème, les amis. Ouais. Moi aussi, je l'achète, c'est annuel. Et figurez-vous, ce que j'achète aussi, c'est les anciens Ouais. annuels des montres, puisque ça a plus de 20 ans maintenant. Et je vous assure que c'est intéressant de regarder les toutes premières versions, fin des années 90. Et là, on voit bien qu'en 20 ans, les choses vont évoluer. Fin des années 90, c'était que quelques années, hein, tout juste une dizaine d'années après le renouveau de l'horlogerie mécanique. Il y a quelques trucs que je pense aujourd'hui on peut trouver très désuets, des mix entre montres habillées, montres sportives, mais ça va revenir à grande vitesse en termes de, je pense, d'intérêt et de design. D'ailleurs, tu parlais de Tissot. Bonjour à Quentin. Quentin qui était venu, l'un des tout premiers invités de la chaîne, présenter sa Tissot Le Loc. Figure-toi qu'il s'est acheté une Black Bay 58 bleue. Et il est ravi, et ça a été un peu un cheminement pas possible pour réussir à l'acheter. Salut Quentin. Donc, Festina, Tissot, ça y est, là tu avais pris Tissot, elle était mécanique celle-ci? Non, elle était à quartz. Ouais. Après, j'ai eu. La première mécanique que tu as eue? Ah bah la première mécanique que j'ai eue, c'était une Lip. Ouais. Une Lip. Alors, c'est la première montre que je me suis achetée. J'ai commencé à. Quand j'ai commencé à acheté avec travailler. tes sous, là, les Avec deux précédentes, c'est des cadeaux. mon argent, oui, voilà. Ouais. Donc j'ai eu 2 Tissot, une à mes 18, une à mes 20 ans. Et après, j'ai eu pendant 4 ans, j'ai pas eu de nouvelle montre. J'étais passionné de montres, mais je voulais. C'est laquelle de Lip que tu as acheté? C'est la vintage? Ski. La Nautic Ski. Elle était neuve. Ah, donc en réédition. C'est une réédition Nautic Ski. D'ailleurs, entre-temps, là, je cherche très activement une Nautic Ski vintage à un prix raisonnable. Ouais, mais c'est laquelle de Nautic Ski? C'est celle qu'on pourrait qualifier entre guillemets de Eric Tabarly, c'est-à-dire la cadran noir avec les index très proéminents la des fond heures, bleu. ou alors celle qui est rouge et bleu. Bleu. J'en ai une, je suis déjà passé avec une Nautic Ski super compressor. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. c'est la bleue. Elle a un fond bleu avec des index verts. Cadran bleu, ok. Cadran bleu, ouais. Ok, les amis, Cadran si bleu. vous avez quelque chose sur le sujet, il faut vous me contacter, puis je vous donnerai les coordonnées de Guillaume. Mais avant ça, il n'y a toujours pas eu de Lip sur petite montre entre amis. Donc là, on résout le problème de Breitling avec Il y a le Guillaume. logo Lip. Il y a le logo Lip, on a un petit logo Lip de 3 mm sur 2, mais ça ne suffit pas. Les amis, je veux voir une Lip sur petite montre entre amis, je compte sur vous. Je pourrais faire moi-même ma propre revue de ma Lip Nautic Ski, mais c'est pas ça Daily Shoes. Daily Shoes, c'est vous qui venez raconter vos histoires avec vos singularités et avec votre expérience de la montre. J'ai un ami que j'essaie de convaincre aussi de passer sur la chaîne qui a une Lip électromécanique vintage qui est magnifique. Mais lui aussi, j'essaie de le convaincre. C'est pas facile. J'espère qu'un jour, il passera. Les amis, il y a des timides, mais c'est pas grave. Chacun vient à son rythme. Écoute, c'est toujours au moment où l'invité est en grande forme qu'il faut lancer le quiz. C'est parti pour le quiz, les amis. Alors, cher Guillaume, je t'ai préparé, tu sais, on est sur la saison 2, 3 questions, et pas seulement 2, pour ce quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. Tu as bossé tout ça avant de venir sur le sujet? Oui. Parce que parfois, je pose des questions un peu, un peu tortueuses. alambiquées. Voilà. Alors, première question. Une Breitling fait une apparition au poignet de James Bond dans Opération Tonnerre. Réponse A, une Navitimer. Réponse B, une Top Time. Réponse C, une Avenger. Alors, j'ai regardé plusieurs fois des petites vidéos sur le sujet et là j'ai un petit doute, mais effectivement ça m'avait frappé il y en a eu une seule d'ailleurs je crois de Breitling dans James Bond. Tout à fait. Et c'est plutôt le monde historiquement de Rolex puis d'Omega. Rolex Omega, un peu Seiko. Mais alors, A, Navitimer, B, Top Time, C, Avenger. Je pense que c'est une Navitimer. Réponse A. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est une Top Time. C'est une Top Time.
Non, On verra selon le score, hein, mais c'est une Navitimer que tu m'annonces. On verra au moment du décompte, mais c'est une top time. Hein. Ouais, je sais en fait. B, voilà, un top time, trafiqué avec un compteur Gégère hein, pour les besoins du film. Modèle sorti en 62 et qui vient enfin pas le même, hein, qui vient d'être ressorti par Breitling avec ce fameux cadran qu'on appelle Zorro, hein, avec deux sous-compteurs à 9h et 3h. Donc, je regarde un petit peu le règlement. Comme vous savez, il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, tu es mené 1-0. Nous verrons si sur tapis vert, il y a discussion à la fin de ce quiz. Alors, deuxième question. Guillaume, celle-ci est pour toi. En 1969, Breitling lance le célèbre modèle Breitling Chronomat, équipé d'un chronographe développé en partenariat avec une autre manufacture. Réponse A, Omega. Réponse B, Zenith. Réponse C, ER. Donc Breitling en 69 a sorti un mouvement chronographe en partenariat avec d'autres marques et notamment l'une des trois que je viens de te citer, Omega, Zenith ou ER. Zenith. Aïe, 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 encore. Aïe, 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 la ruse, c'était la ruse. Et non, en 69, Zenith sort le calibre El Primero. Ouais. Et à quelques jours près, donc là, il y a toute une littérature sur entre qui l'a annoncé en premier, qui l'a commercialisé en premier et qui l'a présenté au marché en premier, mais ce calibre, c'est le calibre 11 développé par Breitling, Hamilton, Buren et ER, le calibre 11 qui équipait les ER Monaco et Etavia. Pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de littérature? Parce qu'en fait, avant, après, entre l'annonce et la commercialisation, Seiko avait déjà sorti son chronographe 6139. Donc tu vois là, c'est intéressant de se dire que sur tapis vert, peut-être que tu pourras être le gagnant, en tout cas, de la première question concernant la top time. Mais pour l'instant, les amis, Guillaume est mené 0-2. Attention à ne pas perdre d'une lourde défaite 0-3. Alors, dernière question pour toi. Dans les années 60, LIP a noué un partenariat avec une autre marque que Breitling. Donc là, tu as une Breitling siglée LIP. Ouais. Dans les années 60, LIP a noué un partenariat avec une autre marque que Breitling, laquelle? Longines, réponse A. Blancpain, réponse B. Jaeger-LeCoultre, réponse C. Toum, toum, toum. Il y a de la pression sur les épaules de Guillaume. Blancpain. Ah, c'est beau ça, une réponse avec plein de certitudes et d'affirmations, bien sûr, puisqu'il y a eu des Blancpain 50 Fatome, logoté LIP comme cette Breitling, pour les mêmes raisons. La distribution et l'accès au marché français de Blancpain via le réseau de vente et de SAV de LIP. Et à l'inverse, il y a eu le brevet d'étanchéité de la 50 Fatome qui a été utilisé par LIP et cette fois-ci avec des baby 50 Fatome, on va dire, qui étaient uniquement logotés LIP mais qui ressemblaient comme de gouttes d'eau à des Blancpain. Bon, alors tout ça, ça fait quoi les amis? Là, vous voyez, c'est l'embarras des trois questions. Soit on considère que la langue de Guillaume a fourché avec la Navitimer alors qu'en fait il pensait la top time et là pour le coup il gagne 2-1 ou 1-2. Écoutez les amis, je vous laisse le choix en commentaire de nous dire si Guillaume a gagné ou non. J'ai l'impression quand même au regard du règlement qui n'existe pas que tu as perdu 2-1, mais je laisserai la décision finale les amis, je compte sur vous en commentaire avec un beau sourire comme ça et en plus c'est la première Breitling, quoi qu'il arrive, c'est vraiment tonnerre d'applaudissements pour ta participation à cette émission. Alors qui sait, hein, puisque je préviens quand même les invités aussi avant que la saison 2, il y a une nouvelle séquence qui s'appelle Recto Verso, qui consiste un peu à savoir qu'est-ce qui t'intéresse au-delà de l'horlogerie dans la vie, tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, en fait,
il y a un centre d'intérêt qui est lié à l'horlogerie, et ce qui fait aussi que j'aime l'horlogerie, c'est l'histoire. Oui. En fait, tout ce qui est lié aux conquêtes, à l'histoire, en général, hein, ça peut être même avant que les montres existent. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour l'histoire. Et c'est vrai que dans l'horlogerie, on retrouve ça en fait vraiment, vraiment énormément. Parce que quand on part de Breguet, après on passe à Cartier, puis à Breitling, puis à Rolex, il y a des histoires à n'en plus finir. Quand tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est pas un doux euphémisme. Ouais, tu achètes des bouquins sur le sujet? Ouais, pas mal, ouais. Bah, d'ailleurs, au-delà des modèles sur l'histoire de l'horlogerie? Oui, j'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns qu'on m'offre ou alors que je m'achète. D'ailleurs, j'en ai un aussi sur l'horlogerie et le cinéma. Ouais. J'en ai un sur l'horlogerie et les conquêtes. Ouais. Et un sur les complications, un peu tout. Et puis j'aime bien lire, de manière générale, lire l'histoire des maisons, même si je ne possède pas un modèle, c'est toujours très intéressant. Ou alors, par exemple, l'histoire des mondes d'aviation, il y a tellement de choses à lire. Bien sûr. Bien plus que simplement l'objet, il y a son apport historique aux conquêtes humaines, sur le développement de la société, de l'industrialisation, le développement du sport. Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à l'histoire, par exemple, pour parler de LIP, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à lire sur cette marque, notamment tout ce qu'il y a eu. Il y a eu tout un problématique sociale liée à la fermeture d'une usine parce que LIP avait été racheté. Donc en fait, quand on s'intéresse à ça, il y a plein de podcasts à lire, il y a plein de livres, il y a plein de choses. C'est hyper intéressant. Et en fait, on peut toujours lier l'horlogerie à des moments de l'histoire. Bien sûr. Donc c'est vraiment… Bien sûr. C'est toute la thématique de la série Watch Out, les amis. C'est en quoi une montre remise dans son contexte historique est un apport colossal à la société moderne dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, toi et moi, on a un smartphone avec l'heure au césium. Je vous rappelle, l'heure au césium, elle dérive d'une seconde tous les 180 millions d'années. C'est quand même sacrément précis par rapport à une montre mécanique qui, au mieux, nous fait du plus 2, moins 2. Tu parles de bouquins, j'en parlais tout à l'heure. Si vous cherchez des livres sur l'horlogerie, moi je vous invite à faire les foires aux livres, les vides-greniers, tout ça pour acheter des livres d'occasion. Et pourquoi ? Parce que je pense à un bouquin que j'ai, qui est un livre de vulgarisation horlogère, écrit par Philippe Rouillet de mémoire, édition Montagu, mais il est sorti en 90. Et donc en 90, les chiffres de l'horlogerie, c'est ceux de Bâle, de 90, donc l'horlogerie a perdu 50%, l'horlogerie mécanique 50% de son volume. Le regard sur l'horlogerie mécanique en 90 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. On ne parle pas de luxe, d'hyperluxe, etc. On parle d'industrie, on parle d'histoire, on parle de changement, on parle de modification, et tout ça avec l'histoire de la conquête du temps depuis des millénaires, avec la Mésopotamie, etc., avant Jésus-Christ. Et forcément, quand cette histoire s'arrête en 90 ou en 1980, le regard sur les choses n'est pas du tout le même que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et à cette époque-là, le temps, c'était une vraie information, alors qu'aujourd'hui, on considère que c'est acquis. Alors qu'il y a 30, 40, 50 ans, tu fais de la plongée et ta montre n'est pas étanche, tu as une forte probabilité de jamais remonter, parce qu'en fait, tu ne sais pas que tu vas manquer d'oxygène. Les gars, c'est passionnant. Si on continue comme ça avec Guillaume, ça va être un épisode qui va durer des heures. Donc il faut rester quand même dans un format assez précis. Merci pour toute cette passion. Et on enchaîne sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Alors là, là tu t'es acheté une superbe vintage. Elle est absolument magnifique. Très honnêtement, je ne te l'ai pas dit, mais je suis pas très Breitling. C'est trop chargé, il y a trop de choses sur le cadran, c'est trop gros. Et là, j'avoue que quand même, il y a beaucoup de choses sur le cadran, mais elle est fine, elle est crème, elle est patinée, elle est légère. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Alors, la suivante. Juste pour finir là-dessus rapidement, mais j'ai exactement le même problème avec Breitling. Et c'est pour ça que je n'achèterai jamais de Breitling neuve. Ou alors une Breitling aucune Breitling qui a été faite à partir des années 70-80. Je peux te taquiner un petit peu ou pas? Ouais. Le jour où tu achèteras une Breitling neuve, tu reviens sur la chaîne, tu es invité mécaniquement. Parce que je crois que s'il y a bien un truc dans la vie
où on peut jamais dire jamais, c'est sur les montres. Alors peut-être pas, pas Navitimer, peut-être les Super Océan, peut-être d'autres modèles, mais Navitimer, c'est pas possible. Ok, on le note, je vais le marquer à la culotte, les amis, hein, comme sur un terrain de foot, pour surveiller ça. Ouais. T'as une autre montre en tête là? Ou alors simplement tu vas aller à l'une des soirées de Tom et il va te dire ah tiens en loose day j'ai ça et bam tu vas te faire fissurer en 2 secondes. C'est possible, c'est probable. Franchement, j'en sais rien. Mais non, l'idée de base, c'est vraiment de profiter de celle-là, de savourer. J'ai quand même pas mal de montres qui ont plus ou moins de valeur. Il n'y a pas vraiment de trucs. J'en ai quelques-unes. Je les porte toutes. J'essaye en tout cas. Donc là, pas vraiment de modèle précis, même s'il y a des modèles comme ça que j'ai en tête. Mais souvent, je regarde les enchères aussi sur Internet. Je regarde, voilà, il y a des soirées, il y a des gens, j'en vois. Je peux tomber sur une sur laquelle j'ai flashé. Par exemple, entre celle-ci et maintenant, j'ai acheté une lip vintage. C'est une lip Inca Block avec un bracelet élastique. En métal et élastique à l'intérieur. Je la porte très souvent, j'aime beaucoup. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 200 €. Eh ouais. Vous voyez, je ne lui pose pas la question du prix, comme si le prix c'était un truc important. Non, c'était pour lui faire dire qu'il s'est fait plaisir avec une vintage à 200 balles. Je la porte très très souvent parce qu'en plus on est en été. Ouais. Donc du coup, j'aime bien les bracelets en métal. Celle-là, je la porte un petit peu moins depuis qu'il fait très chaud. Là, ça s'est rafraîchi, mais du coup, je la reporte. Mais c'est vrai que la lip, en fait, je la porte très souvent. Le week-end, je porte quasiment que celle-ci. Donc, en fait, finalement, là, tu n'es pas dans un scénario réfléchi, cartésien, etc. Il y a plein d'invités qui sont dans cette logique-là, qui réfléchissent comme ça. Toi, tu es plutôt avec les écoutilles ouvertes, les mirettes prêts à regarder, et tu es open au coup de cœur. Donc, ça peut être demain. Une Longines, une Tissot, une Baume & Mercier, une King Seiko, une Lip, une Yema. Oui, mais vintage. Là, je suis vraiment parti là-dessus. J'aurais du mal maintenant à aller dans à part pour une montre bijou, par exemple, enfin pour un événement, par exemple, marqué un événement important dans ma vie. J'ai Cartier en tête pour vraiment avoir une montre très habillée, mais pour marquer une occasion, prendre une montre neuve. Sinon, maintenant, faut jamais dire jamais, mais je suis vraiment dans l'optique vintage. J'aime bien parce que quand je regarde la montre, j'essaie d'imaginer l'histoire qu'elle avait avant, les précédents propriétaires. J'aime bien. Il y a une patine. La lip, elle a le cadran. Elle a un K-bloc, elle a le cadran avec des taches dessus. Il y en a 2, mais au moins, je sais pas, elle a vécu. Il y a un truc qui se passe quoi. Il y a une âme que je retrouve pas forcément dans les neuves. Donc du coup. La prochaine fois que je passerai devant une vitrine où je verrai une montre, si j'ai un coup de cœur et je peux me le permettre, je l'achèterai. Dernière question pour toi avant de conclure. Donc, tu es plutôt vintage. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que pour un événement important, je ne sais pas, tu te maries, tu as un enfant, bref, peu importe, un truc important, pourquoi dans ce cas-là, le truc qui symboliserait un peu cet événement important, pourquoi faudrait-il qu'il soit neuf ? Non, c'est juste que, pas forcément, c'est parce que moi, par exemple, si j'ai des anniversaires dans 30 ans, 40 ans, je préférerais que ce soit une vintage. Mais c'est juste en fait, je pensais plus à mariage ou Pax ou quelque chose comme ça. C'est bien, il y a des traditions. Je ne veux pas dire qu'il va se marier. Hein. Non, bon, mais mais il y a des traditions comme ça où la femme et l'homme achètent un bijou à l'autre. Et c'est vrai que dans ces cas-là, je trouve que c'est bien. Et si ça arrive, c'est vrai que j'ai une Cartier en tête. Une Cartier en tête. Ouais. Bah, c'est cool. J'ai comme l'impression, les amis, qu'on va revoir Guillaume dans Streetwatch là, parce que Tom lui aura vendu une autre vintage, ou alors simplement dans quelques années, il s'offrira une belle Cartier. D'ailleurs, à ce titre, bientôt sur la chaîne, ou en fonction du moment où ce sera diffusé, il y a une Cartier Santos XL qui est venue. Franchement, c'était un bon coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette montre. Et vous savez, les amis, tu le sais aussi que les chiffres romains, c'est pas mon truc. Ouais. Et ben là, quand on essaye, quand on voit une montre, quand on la ressent, et ben tout d'un coup, il y a des barrières qui se lèvent. Ouais, tu vois. Et là, tu as la barrière de Breitling qui s'est levée. Hein. Tu ne pensais pas en acheter parce que c'était trop gros. Ouais. Et tu y es allé. Exactement.
Eh ben, Guillaume, merci beaucoup de ta venue. Les amis, j'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous avez envie de participer, bah, c'est simple, vous faites, si vous êtes timide, bah, ne soyez pas timide, hein. Vous m'écrivez sur contact@dailyshoes.fr ou vous remplissez un formulaire sur www.dailyshoes.fr avec la référence de votre monde, de quoi vous avez envie de parler, quels sont vos dispos. Et puis si ce n'est pas dans Petite Montre entre amis, comme là avec Guillaume, eh bien, ça peut être dual time, si vous êtes n'importe où dans le monde, du moment que vous parlez en français. Et puis, si vous voulez vraiment qu'on ne vous voit pas, il y a un programme pour vous qui s'appelle Ma montre et moi, où là, vous prenez votre smartphone et puis vous faites la vidéo de la montre de votre choix, toujours pareil, en racontant votre histoire avec et pas simplement les mensurations de la montre. On a eu des super épisodes de Ma montre et moi avec Pierre et une Omega, avec la Baume et Mercier de son père, avec Régis, avec une Vulcain Cricket qui fait un son absolument astronomique, Stéphane, un plongeur militaire qui plonge avec une Tiger Aquaracer vintage. On a eu beaucoup de choses et ça me permet, pour le coup, de présenter parfois quelques montres personnelles sur ce qui me plaît. Guillaume, merci beaucoup. Merci. Salut les amis, à bientôt.